On est toujours ensemble sur France 24. On va plus loin dans un instant avec Richard Verly, correspondant international du quotidien suisse Blick. Bonjour Richard, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Face à vous, Gauthier Rybinski, chroniqueur international à France 24. Au sommaire aujourd'hui, Washington qui dit étudier toutes les mesures concernant sa présence militaire au Niger après l'annonce du retrait français. Hier, Emmanuel Macron s'est donné d'ici la fin de l'année pour le retour des 1500 soldats stationnés dans le pays. Des milliers de réfugiés arméniens fuient l'enclave du Haut-Karabakh en cours de reprise en main par l'Azerbaïdjan. Alors qu'en visite dans la région, le président turc Recep Tayyip Erdogan lui voit dans la situation de nouvelles opportunités pour son allié azerbaïdjanais Ilham Aliyev. C'est tout de suite, on va plus loin. La France s'apprête donc à quitter le Niger. Emmanuel Macron l'a confirmé hier. Après 2 mois de bras de fer avec la junte putschiste, l'ambassadeur Sylvain Ité et les 1500 soldats français vont partir. Question d'heures, de mois ou de semaines. Ludovic de Foucault nous en dit plus. 26 juillet dernier, à la télévision nationale nigérienne, des hommes en uniforme lisent un communiqué. Un coup d'État vient de se produire. Toutes les institutions ici de la 7e République sont suspendues. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Dans la rue, la pression contre les forces étrangères, en particulier la France, gagne en intensité. L'ambassade de France est prise pour cible. L'ambassadeur lui-même est sommé de quitter le pays, tout comme les militaires français sur place. Paris refuse de reconnaître la junte et de céder à l'ultimatum. Pour Emmanuel Macron, seul Mohamed Bazoum, retenu contre son gré au palais présidentiel, est légitime. Le chef de l'État français apporte son soutien à la CEDEAO dans cette crise. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat. Cette menace d'action militaire, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest l'a effectivement brandie. Si les moyens pacifiques échouent, la CEDEAO ne peut pas se contenter de baisser les bras. Les moyens d'action comprennent l'utilisation de la force. Il s'agit donc d'une option tout à fait envisageable. Un consensus que les États-Unis font voler en éclats en s'opposant à une intervention militaire et en repositionnant leurs troupes au Niger. Washington cherche un compromis avec la junte pour éviter de voir les nouvelles autorités se tourner vers la Russie et le groupe Wagner. L'intervention militaire de la CEDEAO, elle, semble de plus en plus hypothétique et la junte consolide son pouvoir avec la nomination d'un gouvernement. La situation devient intenable et la France se résigne donc à quitter le Niger, le privant de fait de son assistance dans la lutte antiterroriste et de son soutien économique, pourtant crucial. 40% du budget de l'État nigérien dépend des aides internationales. Un retrait qui interroge jusqu'à Washington, où vous vous trouvez pour France 24, Mathieu Mabin, la capitale américaine où l'on dit étudier toutes les mesures futures concernant la présence au Niger de quelques 1100 soldats américains. Et il n'est pas visiblement avec nous, Mathieu Mabin. On le retrouvera, mais en tout cas Washington, qui laisse entendre peut-être, souhaiter reconsidérer sa présence. Les États-Unis, ils portent une responsabilité dans ce retrait français, comme on le voyait dans le sujet de Ludovic de Foucault à l'instant, Richard Verly. Ce qu'on n'a pas très bien compris, c'est au fond la discussion entre Paris et Washington. À un moment donné, Washington avait même annoncé le transfert des troupes qu'ils avaient à Niamey à Agadez, dans le nord du pays. On pouvait penser que c'était un accord survenu entre Paris et les États-Unis. Et puis maintenant, visiblement, il y a des changements. Donc j'avoue que c'est assez troublant. Et de même qu'était troublante, il faut bien le dire quand même, l'annonce d'Emmanuel Macron hier, au milieu de la discussion, presque de manière comme ça un peu, je dirais, en filigrane, dire oui, l'ambassadeur va rentrer, ce n'était pas un sujet principal de l'entretien. Bref, on a quand même, en tout cas moi, c'est mon impression, l'idée qu'il y a eu un dérapage, que les choses n'ont pas fonctionné comme l'aurait voulu la France ces 2 dernières semaines. Gauthier Rybinski, que vont faire les Américains ? Si on part du principe, ce que disait Ludovic il y a quelques instants, que l'objectif des Américains, c'est de faire en sorte que le Niger ne s'abandonne pas dans les bras de Moscou. Évidemment, ça peut expliquer cette attitude. Mais le problème fondamental,
du Niger et d'autres pays du Sahel, c'est de reconquérir, de recouvrer une forme de dignité, non seulement qu'il y a, bien sûr il y a les problèmes économiques, bien sûr il y a la protection militaire, mais il y a cette idée qu'il faut reconquérir ou recouvrer une dignité et que cela ne peut se passer, à mon sens, que par le fait de faire mordre la poussière, notamment à la France, ex-puissance coloniale, et on y reviendra pour des raisons très variées. Est-ce que les États-Unis vont être considérés de la même manière? Est-ce qu'au fond, ils vont être considérés comme les dépositaires de ce fameux esprit démocratique dont beaucoup pensent, et on en reparlera, je pense, au Sahel ou en Afrique, que décidément c'est un produit d'importation occidentale? C'est là que ça se joue aussi. Et je pense que malgré, si vous voulez, les risques, y compris la junte nigérienne en cours dans ce processus, il y a malgré tout quelque chose de plus fort qui est cette volonté d'affirmer une indépendance, une autonomie, et je dirais quoi que cela coûte. Et sans perdre de vue aussi que les juntes en question dont nous parlons au Sahel ont tout intérêt pour leur propre survie, pour leur propre pérennité, à jouer ce jeu-là et à souffler sur ce sentiment-là. En donnant en tout cas le sentiment qu'ils pouvaient s'accommoder de cette junte parvenue au pouvoir en Niger, ne serait-ce qu'en ne la dénonçant pas, puisque la dénoncer c'eût été provoquer le départ des troupes américaines. Les Américains ont de fait acté leur maintien sur place dans la durée. Oui, alors encore une fois, il y a une partie de l'équation que moi, à titre personnel, je ne connais pas et je ne la vois pas dans la presse française, c'est les négociations en coulisses, les discussions qui ont sans doute eu lieu entre Paris et Washington. Est-ce qu'il y avait un accord? Est-ce qu'au fond, peut-être que Paris espérait que grâce à Washington et grâce à la position de Washington, la présence militaire française pourrait être maintenue d'une autre manière? Donc je crois qu'il faut là garder un point d'interrogation. Après, sur le fond, Gauthier a tout à fait raison. C'est-à-dire que les États-Unis, ils ont un impératif sécuritaire tout de même. Ils regardent cette région, partir du Niger, ça leur compliquerait peut-être la donne, ils y ont des moyens, ils y récoltent des informations. Après, la grande difficulté, c'est que leur contingent est quand même faible. 400 personnes, c'est quand même pas grand-chose. Et donc, s'il n'y a pas en appui, justement, les forces françaises qui, elles, allaient sur le terrain, à quoi ça sert? Donc, à mon avis, on est dans une période un peu de wait and see côté américain. On réfléchit à une reconfiguration et pour l'instant, on ne veut pas se fâcher avec le Niger parce qu'on n'a pas intérêt à le faire immédiatement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les nouvelles autorités nigériennes venaient d'interdire leur espace aérien à tout avion français, et pas seulement militaire, dans les heures qui ont précédé ces déclarations hier d'Emmanuel Macron, avec un ambassadeur retenu depuis plusieurs jours qui ne pouvait pas même sortir de cette ambassade. Gauthier, la France pouvait-elle faire autrement, finalement, que rappeler ces forces qui n'avaient ni moyens d'action, ni possibilité de mouvement? Non, effectivement. C'est-à-dire que la France s'est laissée aussi enfermer dans cette situation, mais ça ne date pas de l'affaire nigérienne, ça ne date pas du Burkina Faso, ça ne date pas du Mali, c'est bien antérieur à ça. Si vous voulez, la manière dont la France a conduit ses affaires depuis des décennies, je dis même après la décolonisation, avait tout en soi pour qu'un jour, il y ait ce type de réaction. C'est-à-dire que quand vous dites à un pays ou à plusieurs pays en Afrique, nous sommes pour la défense de la démocratie, mais vous, quand il y a des putschs chez vous, ou quand il y a un potentat qui maintient le pouvoir sous sa propre aile et houlette pendant des décennies, non, on ne dit rien. C'est-à-dire que cette duplicité dans la volonté de ce qui est censé transmettre la France fait qu'effectivement, on se retrouve dans des situations inextricable. L'exemple, c'est celui, effectivement, de M. Ité, l'ambassadeur français, puisqu'on dit on ne reconnaît pas le putsch, on ne reconnaît que le président Bazoum, donc on ne bouge pas notre ambassadeur, mais au fond, quand il est encerclé, l'ambassadeur, par la force, comme nous avons su le faire ailleurs, nous, Français, à d'autres endroits, comment agit-on? Et c'est là probablement, j'espère que c'est ça, il y a, comme on dit, vous savez, quand un parti perd une élection, on dit il a besoin d'une cure d'opposition. Alors là, c'est peut-être plus grave, mais probablement que la France, si elle veut remettre à plat les choses, elle a besoin de cette cure de désintoxication, j'allais dire, à son prurite colonial africain. Et que donc, à partir de là, ça veut dire aussi qu'il faut se poser la question, et ça c'est ce qui est le plus important, je m'arrête là, de savoir qu'est-ce que ça veut dire que le pouvoir ou l'influence ou la présence française en Afrique à réfléchir autrement que par des soutiens momentanés, ponctuels. Alors, pour faire écho à ce que vous dites, on va écouter un extrait du discours du chef de la junte guinéenne la semaine dernière. C'était à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le colonel Mamadi Doumbouya, qui proclame l'échec du modèle démocratique occidental en Afrique. Écoutez. Le putschiste
n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. Alors on voit bien le colonel Doumbouya qui vise donc les pouvoirs précisément renversés par ces juntes, des pouvoirs dont, alors il le dit à un autre moment de son discours, qu'il estime comme ayant été soutenu par les puissances occidentales, dont la France. De ce point de vue-là, Richard Verly, ce qui se passe là est-il un échec pour la France ou, au contraire, un échec pour le Niger, puisqu'on le sait, le Niger se retrouve seul dans la lutte antiterroriste, et on l'a entendu dans le sujet de Ludovic de Foucauld, aussi dépourvu d'une partie du lien économique qui l'unissait à la France. Alors, je dirais que le cas du Niger ne correspond pas à l'équation décrite par l'interlocuteur guinéen, puisque au Niger, et Emmanuel Macron n'arrête pas de le répéter, vous aviez un président élu dont les élections démocratiques n'avaient pas été contestées, ce qui était radicalement différent du Gabon, où on annonçait une victoire d'Ali Bongo, dont tout le monde savait qu'elle était truquée, et on a eu finalement le putsch que l'on connaît. Donc je crois que là, le cas du Niger, il faut quand même le différencier. Après, peut-être deux éléments. Le premier élément, il y a sans doute eu de la part de l'Élysée, d'Emmanuel Macron lui-même, une forme de coup de dé. Peut-être a-t-il pensé, peut-être avait-il des informations qui le laissaient entendre, que la junte au Niger allait se diviser. Et qu'au fond, l'ambassadeur restant sur place, il posait un défi à ce nouveau pouvoir militaire, et qu'à un moment donné, si ce pouvoir se fractionnait, il y aurait peut-être un espace pour le président Bazoum pour revenir. Eh bien, ça ne s'est pas passé. De ce point de vue-là, c'est un échec. Deuxième élément, quant à ce que dit le président de transition guinéen aux Nations Unies. La grande difficulté de ce discours, c'est que c'est un discours, disons-le tout de même, et là je parle, la Suisse est un pays neutre, comme vous le savez, qui n'a pas de passé colonial, c'est un discours qui ne tient pas, parce que certes, il y a des pouvoirs qui se sont maintenus très longtemps de manière absolument éhontée et anormale, mais ce n'est pas pour autant que les putschistes sont légitimes. Très franchement. Donc je veux dire, bien sûr que c'est anormal qu'un pays comme la France, et il y en a eu d'autres, couvre des régimes corrompus qui restent en place, mais pour autant, le nombre de généraux putschistes, parce que ce sont souvent des militaires qui ensuite ont remis les clés démocratiques à la population, il y en a quand même très peu. Le président Doumbouya qui va plus loin, enfin le colonel président de transition Doumbouya qui va plus loin en disant que c'est la démocratie à l'occidentale. Il dit d'ailleurs qu'elle a apporté des choses très bonnes en Occident, mais voilà, nous ne sommes pas prêts, en tout cas elle n'est pas faite aujourd'hui pour le continent africain. Le Mali vient d'en donner un exemple aujourd'hui en repoussant encore de quelques mois, sans préciser d'ailleurs combien, l'élection présidentielle prévue en début d'année prochaine et législative à la fin de cette année. Voilà, au motif que les listes électorales ne sont pas complètes et en accusant d'ailleurs au passage une entreprise française qui était chargée visiblement d'une mission dans la collecte d'un certain nombre d'éléments concernant ces listes. Et puis le Burkina Faso, à l'instant, qui suspend le magazine Jeune Afrique. Est-ce qu'il y a là un nouveau modèle qui est en train d'émerger, Gauthier Rybinski? Est-ce que ce départ, là aussi, encore une fois, de la France du Niger ne scelle pas finalement la fin d'une unité de destin et peut-être le début d'un nouveau modèle qui, pour le coup, serait totalement distinct de celui que les Occidentaux non pas prétendent imposer, mais en tout cas ont promu, qui est celui de la démocratie représentative. Oui, mais c'est ça le problème. Quand vous voulez promouvoir quelque chose, vous devez avoir à cœur d'en faire la démonstration et de démontrer sa validité. Bon, alors on ne va pas revenir là-dessus, on l'a dit. Le problème du colonialisme, c'est d'avoir dévoyé et perverti un certain nombre de principes, de sorte qu'aujourd'hui, ils sont vécus par certains comme étant un artefact, et un artefact au service du Nord. En l'occurrence, dans la décolonisation, puisqu'on parle d'instances mises en place et élues après la décolonisation, et dans laquelle les électeurs africains ont eu la possibilité de participer, mais n'ont pas toujours vu leur vote, effectivement, tout à fait. Non entaché, disons, d'irrégularité. Mais la perversité, justement, de ce colonialisme-là, c'est au fond de faire dire à des responsables aujourd'hui, comme le colonel Doumbouya, que la démocratie n'est pas faite pour les Africains. C'est ce que disaient exactement les colons, c'est ce que disaient des Jules Ferry en France. Je voudrais rappeler un fait historique qui est marquant dans cette réflexion. C'est en mai 1997, quand Mobutu chute au Zaïre et que Laurent Désiré Kabila arrive et, sans coup férir, conquiert Kinshasa.
L'une des premières déclarations de Kabila consiste à dire qu'effectivement la démocratie c'est un produit d'importation et de l'Occident. Et le problème c'est qu'en quelque sorte on justifie de cette façon l'assujettissement, la soumission des Africains. C'est-à-dire que lorsque vous dites la démocratie est un produit étranger, il a été perverti, il a été dévoyé, certes, bien sûr, mais voyons dans le fond à quoi il sert. Et aujourd'hui, vous voyez très bien, et ça avait commencé non seulement avec Kabila, mais avec d'autres comme Lumumba s'étaient posé la question. Mais l'idée qui consiste à se demander si le fond de ce que veut dire la démocratie n'est pas adapté aux Africains, c'est une question de type colonialiste. Oui, et on peut ajouter qu'on peut... À sa décharge, par exemple, le colonel Doumbouya, il pose un préalable très circonstanciel. Oui, Elle n'est intemporellement pas faite pour le continent africain. Donc aujourd'hui, elle n'est pas adaptée. Mais les termes rappellent quand même quelque chose d'étrange. Oui, mais on peut se retourner vers ces généraux, vers ces militaires, en disant d'accord, la démocratie ne convient pas, mais dans ce cas, faites la preuve que votre gouvernement autoritaire est capable de développer le pays. Quels sont les régimes autoritaires africains qui peuvent se targuer d'avoir développé le pays? Alors il y en a un qui va venir tout de suite en tête, c'est évidemment le Rwanda, où il y a un régime autoritaire, mais qui n'est pas issu d'un putsch, qui est issu d'une crise humanitaire, d'une tragédie qu'on connaît, qui a de fait développé le pays. Mais où sont les autres exemples? Donc je crois, vous savez, moi dans une existence antérieure, j'ai été correspondant en Asie. En Asie, il y a plusieurs exemples de pays qui ont été des dictatures et qui sont devenus des économies développées et ensuite des démocraties. Il y en a un dont on ne parle plus aujourd'hui parce qu'il est considéré comme une démocratie établie, c'est la Corée du Sud. Pendant des décennies, ça a été une dictature très féroce. Où sont les exemples, j'allais dire, de bonne gouvernance africaine mise en place par des militaires? Eh bien, qu'ils nous en prouvent, qu'ils nous prouvent les exemples et qu'ils nous les donnent. On passe à la suite. Ils ont beau avoir promis de garantir les droits des Arméniens du Haut-Karabakh. Des milliers fuient vers l'Arménie de peur d'être victimes d'épuration ethnique. Maintenant que les Azerbaïdjanais prennent le contrôle de ce territoire disputé. Les explications de Léo Péchard sur des images de Lisa Kaminov, Mohamed Chaban et Tali Nounjian. Certains arrivent en voiture, d'autres par ces bus jaunes. Des bus qui effectuent des allers-retours entre ce checkpoint de la frontière arménienne et le Haut-Karabakh. À leur arrivée, ces réfugiés s'enregistrent auprès des autorités et peuvent enfin se poser après plusieurs jours de calvaire. Aujourd'hui, nous sommes partis. Ils nous ont dit soit vous partez, soit vous prenez des passeports azerbaïdjanais. Nous ne sommes pas du genre à les prendre. Étape suivante pour ces Arméniens, la ville de Goris, plus à l'ouest. Ce centre humanitaire installé dans les locaux d'un théâtre ne désemplit pas depuis dimanche soir. Ces déplacés viennent de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, ou bien de villages aux alentours. Impossible pour eux de rester sur place après les combats. La situation était vraiment terrible. Nous avons appelé le chef de l'administration de notre village. Nous lui avons demandé si nous pouvions y retourner. Il nous a répondu « Vous pouvez venir, mais si les soldats vous massacrent, nous ne pourrons pas en porter la responsabilité. » Ils sont désormais à Stepanakert. Ils portent des fusils. Ils peuvent ouvrir le feu à tout moment. C'est la raison pour laquelle c'est dangereux de rester là-bas. L'objectif pour eux désormais, trouver des solutions de logement ou un transport pour se rendre dans d'autres régions du pays. Beaucoup craignent un exode massif des quelques 120 000 habitants du Haut-Karabakh, alors que les forces azerbaïdjanaises resserrent leur emprise. La situation humanitaire demeure également tendue. Encerclée par les soldats, la ville de Stepanakert est privée d'électricité et de carburant. Les habitants manquent aussi de nourriture et de médicaments. Ouais, alors même donc que des réfugiés affluent vers l'Arménie, le président turc Recep Tayyip Erdogan lui se trouvait dans l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, une enclave située à la frontière avec l'Arménie, l'Iran et la Turquie, et dans laquelle il a vanté aux côtés d'Ilham Aliyev, le président azerbaïdjanais, de nouvelles opportunités. Régis Janté, vous qui êtes le correspondant de France 24 dans la région, de quelles opportunités Recep Tayyip Erdogan parle-t-il? Il était là pour l'inauguration d'un gazoduc, mais évidemment, on a en tête bien d'autres choses. Hein. Oui, effectivement, c'est l'histoire en fait de cette route qui doit traverser le territoire souverain de la République d'Arménie par le sud, entre l'Azerbaïdjan, l'essentiel du territoire azerbaïdjanais, et son exclave du Nakhitchevan dont vous venez de parler. Et ça, c'est ce qui avait été décidé dans l'accord de cessez-le-feu de 2020, de la guerre d'il y a 3 ans au sujet du Karabakh, négocié
par Vladimir Poutine. Et c'est un vrai casse-tête, évidemment, parce qu'il s'agit de demander à l'Arménie, déjà très affaiblie, eh bien, d'autoriser ces deux ennemis, en réalité, d'avoir une route qui traverse son territoire et, pour ainsi dire, le coupe en deux. Et c'est cette discussion-là. Et quand on voit la façon dont la question du statut du Haut-Karabakh et du retour, de la réintégration du Karabakh au sein de l'Azerbaïdjan a été décidée par la force, finalement, eh bien, les observateurs s'inquiètent beaucoup en se disant que peut-être aujourd'hui, la Turquie et son allié azerbaïdjanais pourraient, si on ne leur donnait pas satisfaction rapidement, eh bien, employer la force pour s'ouvrir cette route entre les territoires, à travers le territoire arménien et relier ainsi l'Azerbaïdjan à son esclave du Nakhitchevan et donc à la Turquie. C'est ce qui explique justement l'amplification de ce phénomène d'exode du Haut-Karabakh. Les Arméniens de la région s'inquiètent des projets azerbaïdjanais? Non, c'est vraiment une autre question en fait. La question du Karabakh, elle est en train d'être réglée. Et ce qu'on voyait venir sur place depuis plusieurs semaines, à vrai dire, mais c'est que c'est une crise qui potentiellement peut se déclencher dans les jours ou dans les semaines qui viennent et qui pourrait être très grave parce qu'il s'agit vraiment cette fois-ci non pas d'un territoire disputé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais à l'intérieur de l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan revendiquant ce territoire notamment au nom de résolutions de l'ONU, donc ayant une forme de légitimité, alors qu'en ce qui concerne cette route à travers le Syunik, la région donc, du sud de l'Arménie, là ça mettrait aux prises deux États voisins, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et on sent que l'Azerbaïdjan ne va pas faire de concessions et la Turquie non plus. Recep Tayyip Erdogan a, dès le 19, alors que l'Azerbaïdjan était à l'offensive au Karabakh, le même jour, M. Erdogan était aux Nations Unies et rappelait l'obligation de l'Arménie de laisser, enfin d'ouvrir, de trouver une solution pour cette route. Et très vite, je crois que c'était le jeudi après, le conseiller du président azerbaïdjanais très influent, Hikmet Hadjiyev, rappelait sur CNN que l'Arménie a des obligations. Donc on sent que quelque chose est en train de se mettre en marche. Et aujourd'hui, ça a abouti avec cette rencontre qui n'est évidemment pas fortuite entre M. Aliyev et Erdogan au Nakhitchevan précisément. Merci Régis Jantet avec nous en direct de Tbilissi, ce corridor de Zangezur que les Azerbaïdjanais veulent ouvrir entre leur enclave, le Nakhitchevan et leur territoire, l'Azerbaïdjan, en traversant donc l'Arménie. Gauthier Rybinski, ce risque-là, il est réel aujourd'hui de voir finalement se déclencher un affrontement direct entre Azerbaïdjan et Arménie, parce que là on ne parle plus du Haut-Karabakh qui est un territoire reconnu comme azerbaïdjanais. Là, on serait vraiment dans une contestation de territoire arménien. Tout à fait. Alors, il y a la question du droit international, vous venez de la rappeler. Le Haut-Karabakh, et c'est aussi malheureusement la raison pour laquelle on dit que c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Peut-être que les 120 000 habitants du Haut-Karabakh, s'ils sont poussés dehors, ça va être aussi ce qu'on appelle un nettoyage ethnique. La question de fond, elle est la suivante. Quand vous avez une contestation territoriale et que on constate que sur ce territoire, il y a l'exercice d'une autorité, en l'occurrence azerbaïdjanaise, qui est une autorité qui opprime, qui est non respectueuse des droits des minorités. À ce moment-là, la question qui se pose, c'est est-ce que la révolte, est-ce que la sécession, tout ce que vous voulez, l'indépendantisme, sont justifiés? Pour répondre à votre question concernant les menées et l'éventuelle issue de cette poussée vers l'ouest azerbaïdjanaise, c'est effectivement que là, on a affaire à deux États. Mais derrière, ce qui se passe, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez un État autocratique qui est l'Azerbaïdjan, administré par Ilham Aliyev, dont le père était l'un des responsables du KGB, qui a grandi, qui s'est retrouvé même au politburo du PC soviétique. Et au fond, il y a un clan Aliyev qui, d'ailleurs, a mis la main sur les ressources gigantesques en hydrocarbures de l'Azerbaïdjan, et qui a prouvé, d'ailleurs c'est pour ça que leurs garanties selon lesquelles les Arméniens doivent être assurés que leurs droits seront respectés, c'est quand même de l'esbrouf total. Donc c'est là qu'il y a le fond de l'affaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on laisse en disant, bon, l'histoire du Haut-Karabakh c'est terminé parce que le droit international, oui, alors je veux bien, n'empêche que les gens sur place en bavent. Mais est-ce qu'on laisse faire ça ? Quitte à se retrouver dans la situation, et je m'arrête là, que vous signaliez, c'est-à-dire un affrontement entre deux États, et là on se dira, mais lequel on choisit? Y a pas, c'est avant qu'il fallait voir la question. Richard Verly, dans cette affaire, faut-il être légaliste, c'est-à-dire dire en fait pour l'instant, il n'y a pas encore de conflit territorial, prendre au mot Ilham Aliyev et d'une certaine manière Recep Tayyip Erdogan qui se contentent de parler d'opportunité, ou bien, compte tenu de ce qu'on sait du passif de ces personnages, d'ores et déjà mettre en œuvre
tout ce qu'il est possible de faire pour les empêcher dans leur dessein d'une continuité, d'un continuum territorial finalement voulu par la Turquie. Est-ce qu'on a envie de le faire ? Est-ce que vous croyez vraiment aujourd'hui que les 27 pays de l'Union européenne, malgré le soutien qu'ils donnent à l'Arménie, soutien verbal, Emmanuel Macron lui-même l'a fait, est-ce que vous croyez vraiment que l'Union européenne est prête à risquer un affrontement direct, en tout cas une confrontation très rude, avec l'Azerbaïdjan, sachant qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, s'est littéralement ruée en Azerbaïdjan après l'agression russe en Ukraine pour signer un nouveau contrat gazier, c'était je crois en juillet 2022, alors que l'agression avait eu lieu en février. La réponse, elle est évidemment non. Aujourd'hui, l'Arménie, on est en train non pas de sacrifier l'Arménie parce que la négociation, la diplomatie peut encore jouer, mais de fait, on est en train de mettre l'Arménie le dos au mur pour le gaz qu'on va consommer cet hiver. Ça ne vous a pas échappé qu'on est au mois d'octobre, que l'hiver arrive, qu'on aura besoin du gaz, et ça ne vous aura pas échappé non plus que sur ce dossier, M. Poutine, qui était le protecteur de l'Arménie, a disparu parce qu'il y a sans doute eu, évidemment, un deal avec la Turquie. Donc je crois que malheureusement, c'est le cas typique où on n'a pas d'autre refuge que la position légaliste. Pour répondre à votre question, on se doit de regarder le droit international, on se doit de s'appuyer sur le droit international, comme l'a dit Gauthier, en mettant en demeure l'Azerbaïdjan de respecter ses obligations, mais s'il ne devait pas le faire, je crains qu'on n'ait pas les moyens de l'en empêcher. Ce sera à suivre évidemment, on va être bien sûr très vigilant dans les prochains jours. C'est bien ça le malheur. Et c'est bien ça le malheur. Résumé Merci Richard Verly, merci Gauthier Rybinski. C'était On va plus loin, on se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct. Restez avec nous.